Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse de présentation des résultats du programme Club Inclusif porté par le Comité paralympique et sportif français. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants autour de la table qui auront l'occasion de se présenter et de prendre la parole en rebond, en réponse à cette thématique. Pour commencer, quelques détails organisationnels. Vous dire qu'on vous invite à poser vos différentes questions aux intervenants directement dans le chat. Nous prendrons un temps de réponse à la fin de la conférence pour essayer d'y répondre à toutes. Peut-être il est possible que nous ne puissions pas le faire. Dans ce cas-là, les équipes communication reviendront vers vous avec les réponses détaillées à chacune de vos questions pour celles qui n'auront pas pu avoir leur réponse. Également, vous serez tous réceptionnaires de l'étude d'impact du programme Club Inclusif au terme de cette conférence. Pour commencer, peut-être vous laisser vous présenter. Nous avons Madame Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais qui, faute d'agenda, n'a pas pu se rendre présente parmi nous. Donc, nous a transmis une vidéo sur laquelle elle va nous présenter ses propos autour du programme Club Inclusif. Excusez-nous, les aléas du direct. On va procéder à la diffusion dans les meilleurs délais. En attendant, n'hésitez pas une fois de plus à préparer vos questions à nos différents intervenants qui prendront la parole par la suite sur le programme Club Inclusif, que ce soit sur la présentation de son contexte, mais aussi dans la présentation des résultats de l'étude d'impact, mais aussi sur les témoignages, que ce soit de la métropole de Lyon qui prendra la parole tout à l'heure, mais encore aussi d'un club qui a pu participer au programme et qui témoignera de son expérience au terme de cette conférence. Vraiment navré pour ce petit contretemps qui dure un peu plus qu'on ne l'aurait pensé. Peut-être pour redonner quelques éléments contextuels en introduction, même si Marie-Amélie, tu y reviendras tout à l'heure, mais rappeler que ce programme-là voilà, a été lancé en 2022 suite avec un soutien fort du ministère des Sports et de l'État, globalement, avec un soutien aujourd'hui qui est à 2,2 millions et pour le déploiement de ce programme-là jusqu'en décembre 2025, on arrive au terme, d'où cette logique de cette étude d'impact qui vous sera partagée prochainement. On a une volonté de pérennisation. Voilà. On me signale que les problèmes techniques sont résolus, donc on va laisser madame la ministre vous partager sa vidéo. Madame la présidente du Comité paralympique et sportif français, chère Marie-Amélie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des clubs sportifs, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs, chères toutes et tous. Les contraintes de mon agenda ne me permettent malheureusement pas de me joindre à vous lors de cette conférence de presse. Je le regrette sincèrement, mais je souhaite toutefois m'adresser à vous au travers de cette vidéo, tant le programme Club Inclusif joue un rôle essentiel dans le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, le taux de pratique sportive des personnes en situation de handicap demeure inférieur à la moyenne nationale, puisqu'en 2024, 56% d'entre elles déclaraient pratiquer une activité physique occasionnelle, contre 72% dans la population générale. Ce chiffre est encourageant car en progression depuis 2018, mais nous devons aller plus loin pour lever les freins à la pratique sportive des personnes en situation de handicap et demeurer collectivement mobilisés. État, mouvements sportifs et parasportifs et collectivités. Ce travail collectif porte sur l'accessibilité des équipements grâce aux aides de l'Agence nationale du sport, sur le développement de l'offre parasportive avec le Handi-Guide des sports, sur la prise en charge du matériel comme le remboursement des fauteuils roulants sportifs et bien sûr sur la formation et la reconnaissance des encadrants. Ainsi, le programme Club Inclusif, né en 2020 dans le cadre des Jeux de Paris 2024, est un marqueur fort de l'héritage et apporte une réponse concrète à ces enjeux. Il sensibilise, il forme et il aide les clubs à mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Je veux saluer ici le travail remarquable qui a été conduit par le CPSF et ses partenaires, en particulier la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté pour le développement de ce programme qui est unique.
Grâce à leur engagement, plus de 2300 clubs ont déjà été formés depuis son lancement fin 2022. Et dès l'origine, vous le savez, le ministère a tenu à pleinement soutenir ce dispositif, car notre objectif est clair. Nous souhaitons que chaque club devienne un lieu ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous devons désormais poursuivre notre travail. C'est pourquoi je me réjouis de cette première étape franchie par le dispositif et par le travail d'évaluation engagé pour mesurer concrètement son impact. Les résultats de cette étude d'impact illustrent non seulement la pertinence, mais aussi la nécessité de pérenniser le programme Club Inclusif. Il confirme qu'il a su répondre à un besoin et qu'il s'agit désormais de consolider et d'amplifier cette dynamique. Cette évaluation interroge également les modalités de mise en œuvre et de financement. Elle doit orienter les prochaines actions tant sur la mobilisation des clubs que sur l'accompagnement durable des acteurs locaux engagés. Les résultats soulignent d'ailleurs le rôle central des collectivités territoriales que je tiens à remercier. Elles sont déjà 123 mobilisées sur ce dispositif. Leur implication est déterminante pour structurer durablement l'offre locale et renforcer le maillage territorial. Nous devons continuer le travail avec les élus locaux et les acteurs du mouvement sportif et parasportif, car ce sont eux, sur le terrain, qui transforment concrètement l'ambition d'un sport inclusif et accessible à tous. C'est ma conviction. Le ministère continuera à soutenir ce dispositif vers un objectif ambitieux, tendre vers les 4000 clubs inclusifs d'ici 2027. Cette dynamique s'inscrira pleinement dans la stratégie nationale sport handicap 2025-2030, dans la continuité de la première stratégie lancée en 2020 et qui nous projette vers les Jeux d'hiver des Alpes françaises 2030. Ces Jeux seront à leur tour un formidable accélérateur pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap et un levier pour rendre nos événements, nos équipements, nos espaces naturels et nos stations de montagne toujours plus accessibles. Je tiens une nouvelle fois à saluer la réussite de ce programme Club Inclusif et à remercier le CPSF ainsi que l'ensemble des acteurs engagés à ses côtés. Chère Marie-Amélie, merci pour votre implication et votre énergie. Le nouveau chapitre qui s'ouvre doit nous permettre d'aller encore plus loin, ensemble, pour ouvrir nos clubs et développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci également Tristan pour ces propos introductifs de cette conférence de presse pour vous présenter le bilan du programme Club Inclusif 3 ans après son lancement, mais également pour vous présenter les résultats de cette étude d'impact. Peut-être en préambule, commencer par des remerciements. Remercier déjà tous les journalistes qui sont présents à nos côtés aujourd'hui pour cette conférence de presse. Bien évidemment, remercier l'ensemble de nos interlocuteurs qui sont aujourd'hui autour de la table et qui vont pouvoir nous témoigner voilà, tant de l'étude d'impact, finalement du vécu de ce programme sur le terrain. Et ce sont des témoignages qui sont importants et très riches. Et je tenais aussi à avoir un remerciement tout particulier, bien évidemment, pour toutes les parties prenantes, tous les partenaires qui nous ont permis de délivrer durant ces 3 ans ce programme. À commencer, ça a été rappelé par Tristan, bien évidemment, le soutien sans faille du ministère des Sports qui a participé financièrement à hauteur de 2,2 millions d'euros sur ce programme Club Inclusif, mais aussi finalement le soutien des différents ministres qui se sont succédés et qui à chaque fois nous ont témoigné une volonté de continuité, une volonté d'impulsion en partant d'Amélie Oudéa-Castéra qui s'est poursuivie avec Marie Barça, qui vous venez de le voir, bien évidemment. Un programme qui aujourd'hui est également soutenu par Marina Ferrari. Un remerciement également tout particulier à nos 2 fédérations la Fédération française du sport adapté et la Fédération française handisport, avec lesquelles nous avons pu co-construire, réfléchir, mener ce programme durant ces 3 premières années et avec lesquelles, bien évidemment, nous avons volonté et vocation à co-construire l'aventure numéro 2 de ce programme Club Inclusif. Et je voulais également terminer par un remerciement sincère, particulier et particulièrement marqué envers toutes les collectivités qui ont permis à ce programme de vivre dans les territoires. Voilà, un engagement qui a été fort, un engagement qui a été notable et qui permet finalement d'inscrire une relation durable entre les collectivités, le parasport, les fédérations spécifiques et bien évidemment
le comité paralympique. Alors peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le détail du bilan de Club Inclusif, hein, déjà, et c'est un témoignage un peu personnel, vous dire que pour moi, ce programme, c'est un héritage concret de Paris 2024. Et c'est quelque chose qui perdure derrière les Jeux. C'est un programme à impact qui a apporté des transformations, des transitions dans les territoires et sans lequel finalement l'effet catalyseur des Jeux de Paris 2024 n'aurait pas été possible. Peut-être vous rappeler ce qui était la raison d'être. Je pense que c'est important au moment où on fait le bilan de se rappeler ce qui était la photographie initiale, mais également ce qui était notre ambition lorsque l'on a pensé, créé et développé ce programme. La volonté de Club Inclusif partait en fait d'un constat en territoire qui était que nous souhaitions répondre à une inégalité d'accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, qui, souvenez-vous, se symbolisait par 2 chiffres. Le premier, c'était que seul 1,4% des clubs se disaient en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap et qu'en moyenne, une personne en situation de handicap doit faire 50 km pour trouver un club de proximité. À titre personnel, je n'estime pas que 50 km, on soit dans la proximité. Donc l'objectif, c'était vraiment voilà, de permettre au travers de ce programme au Club des territoires de faire un premier pas vers l'accueil, l'accès des personnes en situation de handicap. Et c'était aussi très concrètement d'apporter un service aux fédérations, aux collectivités pour transformer ce qu'on va appeler une ambition en action concrète. Pour moi, les ambitions initiales, on peut peut-être les résumer autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'était une question de densité et de diversité de l'offre de proximité dans un bassin de vie donné pour les personnes en situation de handicap. La deuxième ambition, c'était de donner un outil concret, opérationnel, à destination de politiques publiques du sport menées par les collectivités qui avaient des ambitions de faire, mais qui très concrètement, pour certaines, n'arrivaient pas à franchir le pas d'un projet avec des actions concrètes. Et le dernier enjeu, c'était aussi finalement de créer sur le territoire des nouvelles formes de collaboration entre les acteurs qui voulaient agir pour le parasport, mais qui précédemment ne travaillaient peut-être pas suffisamment ensemble pour apporter une vraie transition de l'action sur le territoire. Donc pour mettre en place ce programme Club Inclusif, vous rappelez aussi la structuration qui a été portée. Ça a été la création au sein du Comité paralympique et sportif français d'une cellule dédiée avec un responsable de programme donc, qui est Tristan Palmier, également accompagné par des chefs de mission, des responsables des chargés de mission qui ont accompagné la mise en place de ce programme sur les 3 ans et également un fort relais en territoire au travers de nos référents paralympiques territoriaux qui étaient à la rencontre, à la promotion auprès des collectivités pour que voilà, ce programme puisse se mettre en place. Ça a été également un appui, un accompagnement à la structuration au sein des fédérations spécifiques pour qu'elles soient en capacité voilà, de mener ce programme de formation, de sensibilisation et elles aussi d'accompagner leur territoire dans le déploiement de ce programme Club Inclusif. 3 ans après le lancement de ce programme, moi j'ai envie de résumer peut-être en une phrase, de dire que ce programme, il a été transformateur. C'est un programme qui apporte une satisfaction et c'est un programme qui a très largement répondu à l'ambition initiale pour laquelle il a été créé. Donc il y a une vraie volonté, je crois, de tous les acteurs d'assurer une pérennité. Et l'ambition, l'enjeu de cette étude impact, c'était finalement de réfléchir comment on pouvait mettre en opérationnalité une version 2 du programme en tenant compte du bilan de cette première saison. Le bilan chiffré de Club Inclusif sur la projection fin 2025, c'est 173 sessions de formation réalisées. C'est 123 collectivités impliquées, majoritairement des départements et des communes. C'est 95 fédérations différentes qui ont eu un club qui a participé au programme Club Inclusif. C'est une moyenne d'environ 10 clubs par session avec une cible initiale qui était autour de 12. Et ce qu'on mesure, c'est que finalement, il y a eu aussi un effet jeu sur la participation des clubs puisque les Jeux de Paris 2024 passés, on voit qu'à chaque session qui se tiennent dans les territoires, nous avons de plus en plus de clubs qui participent pour se rapprocher de la cible des 12 clubs. Et c'est 2500 clubs qui sont engagés dans ce programme et qui recevront cette formation et cet accompagnement en faveur du parasport. Peut-être extraire aussi
Dans de bilan, 2 chiffres qui sont la satisfaction des acteurs qui ont participé à ce programme et je remercie vraiment le cabinet Cadran qui va nous présenter les études, l'étude beaucoup plus en détail, mais peut-être extraire 2 chiffres qui me semblent essentiels. Tout d'abord, la satisfaction collectivités, des 123 collectivités qui sont engagées dans le programme, avec un taux de satisfaction à hauteur de 98%. Et des collectivités qui estiment vraiment que ça leur a permis d'installer une vraie dynamique, d'avoir un vrai projet concret d'action en faveur du parasport. Mais également une grande satisfaction des clubs sur la partie théorie, avec un niveau de satisfaction à hauteur de 96%. Et une évolution notable, c'est qu'on voit que quand bien même certains clubs étaient déjà engagés dans la pratique parasportive, l'effet de club inclusif sur tous les clubs qui ont participé, c'est une ouverture à une plus grande diversité de handicaps et notamment des situations de polyhandicap, alors même que l'on sait que c'est des situations qui font encore peur ou qui peuvent inquiéter sur certains territoires. Ça a été aussi l'instauration d'une nouvelle dynamique économique puisque au travers de clubs inclusifs, nous avons permis aux 2 fédérations spécifiques finalement de créer un modèle économique autour de leur expertise, autour de leur expérience pour faire grandir un mouvement dans sa globalité et c'est près d'1 million d'euros qui a été distribué, donné pour ces actions de formation aux organes déconcentrés des fédérations françaises handisport et sport adapté. Et encore une fois, je remercie vraiment les collectivités voilà, pour cet engagement et pour cet accompagnement de transition dans les territoires. Voilà, donc là, il est l'heure effectivement de vous présenter un bilan, une analyse qualitative qui sera, et encore une fois, un grand merci au cabinet, pour nous, notre ligne guide pour établir cette feuille de route numéro 2 d'un nouveau programme Club Inclusif. Merci beaucoup Marie-Amélie. Effectivement, avant de laisser la parole au cabinet Quadrant Conseil, il nous semblait quand même nécessaire de rappeler un peu le contexte de mise en place de cette étude d'impact. C'est-à-dire qu'après plus de 2 ans de mise en place du programme Club Inclusif, début 2025, il nous a semblé nécessaire de nous confronter à cette réalité de l'évaluation parce que nous étions convaincus de l'impact de ce programme, mais il nous fallait aussi des éléments palpables et réels. C'est pour ça qu'en mars 2025, on a lancé un appel d'offres quant à l'étude d'impact du programme Club Inclusif, à laquelle plus de 15 agences se sont positionnées pour nous accompagner. Après étude des dossiers, on a choisi l'agence Quadrant Conseil pour son expertise et pour laquelle aujourd'hui va nous présenter le résultat de cette étude. Pauline, vous êtes là avec nous aujourd'hui, plus pour présenter le résultat de vos travaux et aussi de vos équipes, puisque vous n'étiez pas seul dans cette étude-là. Est-ce que vous pourriez nous partager justement les grandes conclusions de ce programme, de l'étude d'impact du programme Club Inclusif? Tout à fait. Merci pour cette introduction et merci au CPSF pour l'invitation. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qu'on a sollicitées au cours de cette étude et qui ont rendu cela possible parce qu'une étude nécessite d'aller interroger tout un tas de personnes concernées par le programme. Donc peut-être pour introduire la présentation, on va revenir sur les questions qui nous ont été posées initialement. Une évaluation se structure toujours autour de grandes questions d'évaluation. On en avait 4 auxquelles on était attaché à répondre. La première, dans quelle mesure le programme Club Inclusif permet-il bien de mobiliser une communauté d'acteurs territoriaux du parasport, donc qui vise à interroger les écosystèmes territoriaux qui ont déployé ce programme dans les territoires. Ici, on va surtout vous présenter le rôle des collectivités territoriales ainsi que leurs témoignages sur ce programme. La deuxième question, dans quelle mesure le programme Club Inclusif permet-il bien aux clubs participants de développer une offre d'accueil des personnes en situation de handicap? Ici, on s'est surtout interrogé aux témoignages des clubs, à leur expérience et aussi à celle de leurs pratiquants. Troisième question, dans quelle mesure le programme Club Inclusif permet-il bien aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à une offre et à des conditions de pratique satisfaisantes? Ici, c'est le croisement de tous les points de vue, donc collectivité territoriale, fédération spécifique, fédération sportive, club et pratiquants, qui a guidé notre analyse croisée. Et enfin, quatrième question, dans quelle mesure le déploiement du programme est-il à la hauteur des objectifs qui lui sont fixés? Cette question concerne notamment les moyens financiers, mais aussi humains, qui ont été mis à contribution au service du pilotage national et aussi de cette déclinaison territoriale. Vous avez les 4 grandes questions. Je vais vous présenter aussi la méthodologie qui a été déployée. Sur 5 mois, puisque l'étude a été conduite de avril à juillet 2025, on a conduit 22 entretiens
parmi lesquels 7 entretiens de cadrage et 15 entretiens exploratoires. 2 enquêtes par questionnaire en ligne, une à destination des clubs, l'autre à destination des collectivités territoriales, et 5 études de cas territorialisés qui ont donné lieu à la conduite d'entretiens additionnels avec toutes les parties prenantes et aussi à l'observation de sessions sportives auxquelles étaient associées des personnes en situation de handicap. On va donc commencer de façon chronologique à répondre aux différentes questions. La première, souvenez-vous, concerne la question des écosystèmes territoriaux et notamment le rôle joué par les collectivités territoriales. Donc un chiffre à retenir, les collectivités qui ont participé au programme, qui sont principalement des communes et des départements, dans une moindre mesure des intercos, et on a aussi observé des coportages fréquents entre différentes collectivités, étaient pour la plupart déjà sensibilisées et actives sur la question du parasport, puisque 80% d'entre elles portaient déjà des actions parasportives, mais pas toujours de façon structurée. Et les témoignages qualitatifs qu'on a recueillis tendent à montrer que, en fait, c'est la résonance du programme avec des orientations politiques préexistantes, souvent, et aussi l'implication individuelle de personnes, donc des élus ou des agents publics, qui ont motivé cette participation au programme. Deuxième point, 20% des collectivités déclarent disposer d'une politique structurée après le programme. Elles étaient seulement 12% au début du programme, donc on note une progression positive nette, plus 8 points de pourcentage entre l'avant et l'après-programme dans la capacité à déployer une politique structurée autour du parasport. Ensuite, 98% des collectivités territoriales estiment que la mise en place des sessions s'est bien déroulée, et ce malgré une mobilisation des clubs qui a été jugée complexe. En effet, leur rôle était beaucoup concentré sur l'exercice de mobilisation des clubs, mais aussi l'appui logistique, la mise à disposition de salles et l'organisation des sessions de sensibilisation théorique. Et c'est la mobilisation des clubs qui a posé plus de difficultés du fait de la disponibilité que ça nécessitait pour les dirigeants et pour les encadrants, et aussi du fait de la nouveauté de ce programme qui a nécessité une communication dans les territoires. Ensuite, finalement, 77% des collectivités territoriales estiment que le programme a contribué à enrichir et diversifier les dynamiques parasportives existantes. Ce qu'on peut voir, nous, en évaluation, c'est qu'on avait au début des collectivités déjà sensibilisées, qui auraient peut-être pu avoir des trajectoires de développement positives en faveur du parasport. Mais dans les informations qu'on a collectées de manière quantitative et qualitative, on a vraiment confirmation d'une contribution forte de ce programme à ces dynamiques qui étaient déjà en cours. Donc, pour récapituler sur ces premiers enseignements, ce qu'il faut retenir à la question que je vous rappelle, dans quelle mesure le programme Club Inclusif permet-il bien de mobiliser des communautés d'acteurs territoriaux du parasport? Et là, on parle surtout des collectivités territoriales. On avait des collectivités qui mettent déjà en grande partie des actions en œuvre en faveur du parasport, mais avant le programme, ces actions étaient rarement structurées, avec le sentiment qu'il y avait besoin de répondre davantage de manière plus précise et individualisée aux besoins des clubs. Et ce programme est arrivé pour apporter une réponse à ces besoins, pour renforcer cette structuration, motiver aussi l'engagement des collectivités en valorisant leur mise à contribution et encourager les clubs et des dynamiques territoriales multi-acteurs, puisque dans cet écosystème, on avait les collectivités, mais aussi les fédérations spécifiques, les fédérations sportives dans une moindre mesure et surtout les clubs. Ensuite, deuxième question, je vous la rappelle, dans quelle mesure le programme Club Inclusif permet-il bien aux clubs participants de développer une offre d'accueil des personnes en situation de handicap? Première information à retenir, 88% des clubs indiquent que l'engagement dans le programme était une décision partagée par le collectif. Ce n'est pas une décision qui a été prise par un individu au sein des clubs, mais bien des volontés collectives qui aussi tendent à penser que les dynamiques initiées ont plus de chances d'être durables dans la mesure où il s'agissait d'une volonté partagée. Ensuite, 75% des dirigeants et encadrants interrogés indiquent aussi qu'avant le programme, leur club était déjà accueillant, puisqu'ils avaient déjà accueilli au moins une personne en situation de handicap, avec un accueil structuré ou ponctuel.
Sur les sessions théoriques, vous avez compris qu'en fait, le programme se structure autour de sessions théoriques puis d'accompagnement de club. 96% des participants sont satisfaits des modules de sensibilisation et 94% jugent que la partie théorique était en adéquation avec leurs attentes. Donc, on a un très fort niveau de satisfaction. Après, le niveau de satisfaction, c'est une chose. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce que ça a pu changer pour ces clubs. Ce qu'on voit, c'est que 72% des dirigeants et encadrants ont mis en place une offre d'accueil post-programme et constatent une vraie contribution du programme dans cette structuration. Donc, à différentes échelles, vous avez les chiffres sur le PowerPoint, je vous les explique. 30% d'entre eux estiment qu'ils auraient développé une offre d'accueil, mais moins rapidement. 19% d'entre eux estiment qu'ils auraient probablement développé une offre d'accueil, mais qu'ils auraient été moins bien préparés pour proposer un accueil de qualité. 13% vont plus loin et disent que le programme a eu un effet déclencheur. Sans ce programme, ils ne l'auraient probablement pas mis en œuvre. Et 10% indiquent que le programme a été particulièrement structurant. Et derrière cela, il faut entendre que ce sont des clubs qui estiment qu'ils auraient probablement développé un projet, mais moins ambitieux, moins structuré et moins adéquat au regard des besoins des publics. Autre effet, c'est aussi ce qu'a pu apporter le programme à différentes échelles opérationnelles. 68% des collectivités territoriales confirment que le programme apporte, d'après elles, des réponses concrètes aux besoins des clubs. 79% des clubs déclarent un changement de regard du parasport sur le parasport et sur le handicap. Et là, on parle des participants aux sessions, donc les encadrants et les administrateurs, mais aussi des pratiquants, puisqu'on est allé interroger des pratiquants qui n'étaient pas en situation de handicap et qui ont estimé que leur participation à des sessions en commun avec des personnes en situation de handicap avait fait évoluer leur regard sur le handicap et sur le parasport. Et 95% des clubs jugent ce programme utile, même si 75% d'entre eux accueillaient déjà des personnes en situation de handicap. De manière plus précise, c'est un programme qui a fortement contribué à l'apprentissage, à l'acquisition ou au développement de connaissances sur le handicap. Les contributions les plus fortes qui ont été évoquées par les participants aux sessions de sensibilisation, c'est le fait que le programme leur a permis de mieux connaître les différentes formes de pratiques possibles en fonction des différents types de handicap et donc la manière d'adapter leur accueil. Et aussi de mieux connaître les acteurs mobilisables en fonction des besoins. Donc, comme vous le voyez, une double ambition, connaissance du besoin des publics accueillis, mais aussi construction et structuration d'écosystèmes territoriaux et interconnaissance entre des gens qui interviennent à différentes échelles auprès de ces publics. Ensuite, je vous le rappelais tout de suite, ce programme il se structure autour de phases de sensibilisation puis d'accompagnement. Sur le passage à l'accompagnement, on a des propos plus nuancés, puisque un peu plus de la moitié des clubs n'ont pas bénéficié de l'accompagnement pour différentes raisons. 2 tiers d'entre eux jugent que la phase d'accompagnement était en inadéquation avec leurs besoins réels. Ce qui a été évoqué de manière qualitative, c'est que leurs besoins réels pour pouvoir opérationnaliser un projet d'accueil de personnes en situation de handicap est financier, donc l'accès à des subventions, et aussi l'accès à un réseau d'acteurs, notamment des acteurs qui sont directement en lien avec les publics, pour pouvoir mettre en adéquation une nouvelle offre avec une nouvelle demande ou une demande en développement. Sur aussi le programme lui-même, il y a eu plusieurs freins dans l'organisation de l'accompagnement, qui s'expliquent aussi parce que c'était la première saison de ce programme. Parmi les freins, les moyens humains pour aller chercher les clubs, la communication et aussi l'adéquation entre les horaires et le type d'accompagnement avec la disponibilité réelle des participants. Et ça, c'est peut-être le premier grand point d'amélioration sur lequel l'évaluation a permis de pointer un besoin qui est déjà acté par le CPSF et en cours d'amélioration. Donc, en réponse à cette deuxième question, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est qu'on avait des clubs qui disposent déjà, pour une part importante, d'une expérience dans l'accueil de pratiquants en situation de handicap.
Dans les témoignages qu'on a pu recueillir, parfois cet accueil, c'est tout simplement la résonance avec des pratiques d'accueil générales inclusives. Quelqu'un arrive dans le club, on l'accueille, quoi qu'il en soit, qui n'était pas toujours structuré et qui n'était pas formulé toujours comme une offre d'accueil vraiment volontariste et ciblée, et donc donnant lieu à une communication en direction de ces publics. Donc le programme a répondu à des besoins, notamment des besoins en apprentissage, aussi des besoins de confirmer le fait qu'il est possible et qu'il est souhaitable et que les clubs sont en mesure effectivement d'accueillir ces publics, ont les moyens de le faire et peuvent trouver les moyens de le faire, et aussi d'aider à structurer leur offre d'accueil jusqu'à leur opérationnalisation. Ce qui est jugé perfectible dans ce programme à ce stade, c'est vraiment la phase d'accompagnement, donc qui fait suite aux sessions de sensibilisation, avec des apports qui sont plus recherchés du point de vue de la recherche de financement, notamment pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir adapter les locaux et le matériel utilisé à certains types de handicap. Et aussi, deuxième point important, la mobilisation de pratiquants et la structuration de nouveaux créneaux, parce que plusieurs clubs, en tout cas, les réponses tendent à penser que les clubs, après avoir structuré une offre d'accueil, avaient besoin aussi de trouver le public pour s'inscrire dans leurs propositions. Autre point important, 75% des projets de clubs ayant participé à Club Inclusif s'adressent à tous les types de handicap. Donc c'est ce qui vous a été évoqué en propos introductifs. C'est un programme qui a permis une progression positive sur toutes les typologies de handicap, parfois de manière plus marquée, mais qui a permis cette approche très généraliste. Et 87% des clubs souhaitent maintenir, développer ou créer une offre parasportive. Nous, on a eu beaucoup de récits de clubs qui, au sortir de ce programme, ont opérationnalisé une nouvelle offre et mentionnent déjà des objectifs à 1 ou 2 ans de développement de nouvelles sessions d'accueil. Donc, apprentissage du point de vue du CPSF, mais aussi des partenaires, un besoin persistant après le programme de maintenir, pérenniser, concrétiser cette dynamique, on va le voir aussi plus tard, parce qu'il y a une forte impulsion, des moyens humains et aussi financiers mis à contribution. Et donc, dans ce type de programme, tout l'enjeu est celui de la pérennisation et du maintien d'une dynamique dans le temps et dans les territoires. Quatrième question, je vous la rappelle, elle portait plus sur le pilotage, sur les moyens mis à disposition pour le programme à l'échelle nationale, mais aussi dans les territoires, et leur adéquation avec les objectifs qui sont fixés initialement. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a un partenariat inédit entre le CPSF et les fédérations spécifiques, qui a été largement salué et jugé pertinent, parce qu'il permet, grâce à une coordination par le CPSF, de mettre à contribution des expertises pointues sur le handicap et spécifiques, qui couvrent l'ensemble des typologies de handicap et qui permettent aussi une connaissance fine des territoires, puisque chaque organisation dispose aussi de référents territoriaux, les référents territoriaux du côté du CPSF et les organes déconcentrés du côté des fédérations spécifiques. Donc c'est une structuration qui a été jugée pertinente pour les différentes parties, qui a permis à la fois un pilotage national et une bonne territorialisation du programme pour répondre aux besoins des clubs. Je ne vais pas aller plus loin à ce stade sur le pilotage, mais effectivement, comme vous le rappelez de Tristan, vous aurez à disposition la synthèse de ce travail, avec des éléments quantitatifs précis pour aller affiner les différents points que j'ai présentés, et aussi des éléments qualitatifs qui permettent de les illustrer, de les expliquer, de les compléter. Merci beaucoup, Pauline, pour ces propos synthétiques et surtout pour la qualité du travail fourni par vous et vos équipes ces derniers mois et dont je pense tout le monde autour de la table pourra en prendre connaissance. Vous l'avez évoqué, ce programme, dans l'étude que vous avez menée, est allé interroger des collectivités, mais aussi des clubs. Et il nous semblait intéressant aujourd'hui aussi d'avoir des témoignages justement de ces parties prenantes essentielles qu'on remercie aussi pour votre engagement, que ce soit les différentes collectivités au nombre de 123 que Maria-Émilie a évoqué dans ses propos introductifs, mais aussi les clubs au nombre de 2500. Aujourd'hui, on a avec nous Florestan Groux, vice-président de la métropole de Lyon en charge de la politique sportive et de la vie associative. Florestan, pouvez-vous nous partager votre expérience au sein de la métropole, de votre collectivité, dans votre engagement au sein du programme Club Inclusif?
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, chère Marie-Amélie. C'est moi d'abord qui vous remercie parce que c'est vraiment un honneur de représenter ces collectivités qui se sont engagés dans ce programme qui est venu répondre à une vraie attente pour nous dans les territoires. Et donc j'ai cette responsabilité et cet honneur aujourd'hui d'être leur porte-voix. Alors peut-être juste quelques mots de situation sur cette métropole de Lyon d'1 400 000 habitants. Je voulais préciser que c'est une collectivité à statut particulier, c'est-à-dire que nous avons aussi des compétences d'un département et je crois que c'est important, vous l'avez montré, les départements se sont très engagés dans ce programme Club Inclusif et je crois que c'est pas un hasard puisque les compétences départementales regroupent des compétences autour du handicap et des compétences autour des politiques sportives et il y avait un vrai enjeu à faire se rencontrer ces deux écosystèmes. Donc c'était particulièrement pertinent pour les départements et donc la métropole de Lyon d'être en chef de file sur ces politiques publiques parasportives. Elle est aujourd'hui présidée par Bruno Bernard qui donc m'a confié cette politique publique il y a 3 ans. Politique publique pour laquelle on voulait dès le départ un très haut niveau d'ambition. Et je pense que Marie-Amélie l'a décrit dans son propos. Il y avait ce souhait, cette volonté d'être sur vraiment ce qu'on appelle la transformation sociale, c'est-à-dire du changement de donne, c'est-à-dire du changement de pratique, c'est-à-dire rétablir l'égalité, c'est-à-dire ouvrir des nouvelles possibilités, changer les regards. Bref, changer la société. Parce qu'on a vraiment cette conviction que le sport fait la société et la société fait le sport, et que ce programme d'inclusivité dans le sport est un programme de transformation sociale qui est pionnier, qui ouvre aussi la voie à plus d'inclusivité dans nos territoires, dans notre société. Et c'était voilà, c'est tout ce qui nous anime hein, en tant qu'acteurs et actrices du sport à différents niveaux, que ça soit des clubs, dans les fédérations et dans les collectivités. Et c'est pas un hasard si finalement notre écosystème de clubs était très demandeur, avait cette envie de proposer des offres d'inclusivité dans leur club, mais il en manquait des ressources. Et c'est là où je crois que la collectivité doit intervenir et l'alliance qui s'est nouée entre le comité paralympique du sport français, les délégations spécifiques et les collectivités territoriales sont venues répondre à ce besoin et cette attente du mouvement sportif qui était finalement à l'avant-garde aussi des enjeux sociaux, d'évolution en faveur de plus d'inclusivité dans notre ville et dans nos territoires. Euh, et donc ces ressources, elles étaient pour nous de 2 ordres et c'est autour de ça qu'on a construit notre politique publique du parasport. On l'a dénommé Réseau métropolitain du sport santé adapté handicap. Et ce réseau métropolitain du sport santé adapté handicap, il a 2 piliers, un pilier de la ressource de compétences et un pilier de la ressource financière. Vous en avez parlé et je pense que c'est le fait de faire résonner ces deux espaces-là, ces deux dotations en ressources qui ont fait le succès de notre politique publique. Et évidemment, Club Inclusif est arrivé au meilleur des moments puisqu'il a pu être une des briques structurantes de notre pilier ressources et animation territoriale autour duquel on voulait faire se rencontrer ces écosystèmes sportifs, ces écosystèmes autour du handicap, donc aussi l'écosystème des établissements médico-sociaux, l'écosystème sanitaire, pour que, quelle que soit la situation des individus ou des collectifs, ils puissent trouver une offre sur mesure qui répond à son attente et à ses envies, parce que de notre point de vue, il y a un droit au sport. Et la promesse de l'égalité républicaine, c'est que ce droit à la pratique sportive, il doit être valable pour toutes et tous. Ce qui nous a amené finalement, il y a presque un peu d'émotion, je suis désolé, mais ce qui nous a amené en fait donc, à avoir ce pilier d'animation territoriale où
on a créé ce qu'on appelle des forums, activités physiques adaptées, où on faisait se rencontrer ces différents mondes, le monde des clubs qui avaient envie de participer de l'inclusion, de l'inclusivité, qui voulaient ouvrir des initiatives d'inclusivité et d'accueil de publics en situation de handicap, avec le monde du handicap, les établissements, les associations d'usagers, le monde aussi sanitaire. On a un bel hôpital de reconstruction des personnes qui ont parfois eu des accidents de la vie et qui est aussi pleinement engagé dans ce programme-là. Et ensuite, ben, on a fait alliance et on a, grâce à votre offre, proposé des sessions de parents régulières de clubs inclusifs que on prenait en charge pour permettre la gratuité aux clubs ciblés, aux clubs participants, ce qui leur permettait d'avoir eux aussi une offre sur mesure, parce que les clubs, vous le savez, la situation peut être compliquée, elle repose sur aussi beaucoup d'engagement de bénévolat, et donc notre offre de service devait être une offre de service sur mesure et au plus près de leurs besoins. Et je crois que bah, au début, voilà, on fait une session, on a 12 clubs, et puis on en fait une deuxième session, on a 24 clubs, on fait une troisième section, on a 36 clubs. Là, il y a une quatrième session qui est programmée, ça va faire 48 clubs, et petit à petit, on crée une communauté dynamique et apprenante, qui se saisit aussi des nouveaux enjeux sur les continuités de parcours, sur l'accompagnement, sur l'essaimage et sur, bien sûr, le maillage territorial. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, on est fiers d'avoir des parcours voilà, qui feront peut-être école dans les écoles de sciences politiques, mais on a des parcours où un club rencontre un établissement médico-social au Forum Activités Physiques Adaptées de la métropole de Lyon. 2 mois après, il a rendez-vous avec le Comité paralympique du sport français et ses délégations spécifiques. Il se forme grâce à Club Inclusif. 2 mois après, il répond à notre appel à projet Sport Santé Adapté Handicap, et il a un fonds d'amorçage pour ouvrir sa section ou son initiative inclusive. Et à la rentrée de la saison suivante, des personnes qui avant ne pouvaient pas pratiquer peuvent pratiquer. Et là, comme dit Marie-Amélie, on a changé la donne, on a fait une transformation en profondeur, et ce qui fait que aujourd'hui, par an, on touche jusqu'à 6 000 personnes directement, 36 000 personnes dans l'écosystème, et on veut absolument continuer, parce que cette communauté-là, je peux vous dire que quand on va à sa rencontre, elle ne veut pas s'arrêter. Il y a des nouveaux enjeux qui émergent. On veut continuer de mailler le territoire. On veut continuer d'atteindre cette égalité dans l'offre de pratique. On sait que les bienfaits de cette inclusion dans les sports s'élargissent bien au-delà du club de sport. Et donc, on est déterminé à poursuivre ce partenariat. Merci beaucoup, Monsieur Groux. Effectivement, vous l'avez très bien imagé, votre engagement, hein, dans ce dispositif, qui montre aussi, par votre témoignage, l'adaptation, la capacité de ce programme de s'adapter dans vos programmes territoriaux, et la capacité à s'adapter à toutes les collectivités aussi, en tout cas celles qui ont déjà des dynamiques fortement engagées. Par votre engagement, comme vous l'avez dit, vous accompagnez des clubs, et je pense que ça me semble intéressant aujourd'hui aussi d'avoir un témoignage de club. Alors malheureusement, on n'a pas un club de la métropole de Lyon, mais on a Monsieur Das qui est avec nous, entraîneur au Pointe d'Argenteuil club, qui a participé au programme Club Inclusif porté par le département du Val d'Oise en janvier 2025. Monsieur Das, est-ce que vous pouvez nous partager votre engagement de votre club et de l'ensemble de vos dirigeants et encadrants au sein de votre club dans ce programme-là? Est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Oui, ça m'a apporté beaucoup. Donc je me présente, Claude Das, 61 ans, je suis déficient visuel depuis 6 ans maintenant. J'ai fait énormément de sport depuis que j'ai 4 ans, dont de l'athlétisme où j'ai fait pendant 35 ans. J'ai entraîné, j'ai couru, voilà. Et ça s'est arrêté brutalement en 2020. Bah, on a créé un club en 2020, après les Jeux, en 2024. Et un club d'athlétisme sur les Pointes d'Argenteuil Athletic Club. Et tout de suite, moi, j'ai voulu avoir une partie pour les déficients visuels. C'était plus spécifique pour les déficients visuels. Donc, on a posé des questions à droite, à gauche. On n'avait pas de réponse. Et j'ai eu une personne du comité départemental
du 95 qui m'a dit: «Mais il y a une formation club inclusif au mois de janvier. Inscris-toi, inscrivez votre club et tu verras, ce sera bien», tout. Donc, on était un peu sceptiques au début, évidemment, parce que moi, je connaissais pas ce milieu et puis on s'est inscrit et finalement, eh ben, ça nous a beaucoup apporté sur tout ce qui était beaucoup sur ce qui était accueil. Enfin, on a eu une comment je dirais ça? Une sensibilisation, du coup, générale sur le handicap et puis l'accueil, c'était très important, en fait, savoir comment accueillir une personne en situation de handicap, tout ça. Donc on a fait notre formation. C'était très, 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 très intéressant et en y réfléchissant, on a gagné, 2-3 ans parce que ça nous aurait pris, beaucoup de temps, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a un partenariat avec, une école d'Argenteuil, qui a des déficients auditifs, des jeunes. Puisqu'on a un de nos entraîneurs qui travaille dans cette école, donc on a fait un partenariat avec le département du 95. Donc déjà, on l'aurait jamais fait tout de suite. Enfin voilà, c'est en parlant et tout. Et on a organisé des séances pour alors c'est pour les jeunes valides. Et moi, mon but, c'était d'organiser des séances pour former des benjamins minimes au guidage de compétition. Parce que je me suis aperçu dans les quelques années que j'ai eu qu'il y avait pratiquement pas de club qui faisait ce genre de formation et des gamins déficients visuels ne pouvaient pas faire je crois qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions et même au niveau de l'entraînement, ben, les entraîneurs sont pas formés et puis ça causait beaucoup de problèmes. Donc je me suis dit, on va essayer de proposer on va commencer par ça, puis après on va grossir après. Donc on a fait une séance avec c'est beaucoup par connaissance aussi, avec un ancien guide de Timothée Adolphe, du coup, Bruno Napri, qui est venu sur notre stade pour faire une petite séance de démonstration et voilà, avec des masques et tout. Donc les gamins ont apprécié, les parents ont participé. Et je trouve ça génial parce je pense que quand on aura des déficients visuels, ben nos jeunes sont déjà de me voir tout le temps sont déjà sensibilisés au handicap déjà, donc c'est bien d'une manière générale. Et puis voilà, donc donc là on va continuer notre partenariat avec l'école Daniel Casanova à Argenteuil. Et puis nous, on est en contact avec le SIAM à Cergy-Pontoise pour les jeunes aussi, déficients visuels cette fois, et c'est en cours, on est en train de voir comment on peut accorder des séances. Maintenant, le problème, c'est la formation des coachs, en fait. Là, je sais pas trop où m'adresser, du coup. Mais en tout cas, bon, c'est encourageant. On a aussi, enfin, la formation club inclusif, ça nous a permis d'être visible aussi en tant que club inclusif sur un fichier. Donc ça, c'est bien. Et nous, ce qu'on aimerait aussi, enfin moi, je me suis posé la question, ce que j'aimerais, c'est que nous, on puisse atteindre les déficients visuels qui ont envie de faire du sport. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour l'instant. Merci beaucoup. Voilà, et je me suis bien retrouvé dans tout ce qu'on a dit dans les résultats de l'étude, parce que ça correspond exactement à ce que on a vécu, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Das, pour votre témoignage, qui effectivement illustre très bien alors, les propos évoqués par Pauline juste avant dans l'étude d'impact, mais je pense l'effet accélérateur de ce programme dans la structuration de votre projet, vous l'avez bien illustré. Avant peut-être de passer à la séquence de questions-réponses, et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler, si vous avez des questions à les poser dans le chat, auxquelles on prendra le temps de répondre par la suite. Marie-Amélie, à la lecture et à la présentation de ces résultats, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les perspectives futures autour du programme Club Inclusif dans ces années à venir? Effectivement, merci Tristan, merci encore une fois hein, à l'ensemble des intervenants et je crois que vos prises de parole nous confortent vraiment dans cette volonté voilà, d'assurer une continuité, une pérennité du programme.
Et en termes de perspective, déjà dire quelque chose de très simple, mais c'est que sur la version 2, il faut qu'on garde absolument les ingrédients qui ont bien fonctionné. Parce que, et je pense que l'étude d'impact nous le démontre, c'était un programme nouveau, ambitieux, qui posait des collaborations nouvelles avec un haut taux de satisfaction. Donc je pense que voilà, sur l'enjeu théorique qui est 360 sur les différentes formes de handicap, il faut vraiment qu'on continue sur cet enjeu-là, sur le modèle économique aussi innovant, avec un portage des collectivités, mais qui venait aussi accompagner, abonder des acteurs de proximité. Je pense qu'il faut voilà, qu'on continue à réfléchir comment on peut être vraiment sur un projet gagnant-gagnant à l'échelle du territoire, et aussi la responsabilisation d'une diversité d'acteurs. Et ça, je pense vraiment que c'est la clé si on veut réussir le parasport de demain, c'est de comprendre que on peut plus être dans une approche sectorielle où chacun fait son action en faveur du parasport. Tant qu'on n'aura pas une approche globale, une approche 360 qui est permise par ce programme Club Inclusif, on réussira pas à laisser. Donc voilà, c'est vraiment de capitaliser sur ces choses qui ont fonctionné pour continuer. Mais bien évidemment, et parce que je pense qu'il faut aussi prendre acte de tout ce que nous dit l'étude d'impact et aussi les choses qui ont moins bien fonctionné. Donc cette volonté voilà, d'inscrire Club Inclusif dans une nouvelle temporalité qui est celle de 2030, puisque vous savez, on va de nouveau accueillir les Jeux en France en 2030. Donc peut-être deux grandes priorités sur ce programme. Déjà, c'est de se rendre compte peut-être des singularités que pourrait nous apporter la tenue de ces Jeux en France en 2030. Et bien évidemment que Club Inclusif, qui continuera à être déployé sur l'ensemble des territoires, puisse s'adapter à cette singularité. Et puis derrière, c'est de conduire une feuille de route d'amélioration du programme autour de 5 axes qui nous sont présentés par l'étude d'impact. Le premier, c'est de voir comment, en partenariat avec les collectivités, on peut améliorer la mobilisation des clubs. Et quand bien même, je le disais tout à l'heure, voilà, on sent que derrière 2024, il y a une plus grande participation sur cette session. Je pense que voilà, il faut arriver à avoir un modèle facilité pour les collectivités sur ce point. Il faut véritablement que l'on renforce toute la dynamique d'accompagnement derrière les clubs pour voilà, que cette transition d'un projet concret, d'un projet à action prenne vie dans 100% des clubs qui participent au programme Club Inclusif. Il faut aussi qu'on renforce notre action en termes d'animation des réseaux de territoire, parce qu'on voit effectivement que pour les collectivités qui finalement sont en responsabilité d'animer ces réseaux d'acteurs, ces réseaux de clubs en territoire, pour certaines, il y a une difficulté de trouver le bon modèle. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment porter une réflexion sur cette évolution du programme. Et deux derniers axes qui sont vraiment voilà, d'aller aussi un petit peu plus loin dans ce qu'on propose dans Club Inclusif. Et là, je pense que ça va répondre à ce que nous disait aussi Claude et à ce que nous partagent les clubs, c'est que comment on va aller à la rencontre du pratiquant. Voilà, parce qu'on a une offre finalement qui est désormais accessible, avec des éducateurs qui sont formés, avec des dirigeants qui sont engagés, mais on voit bien que le faire venir reste une vraie interrogation et problématique des clubs. Donc voilà, dans la version 2, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, et surtout de renforcer cette dynamique de réseau. Et donc, là où nous avions un partenariat CPSF, collectivité, club de territoire et fédération spécifique, c'est peut-être d'élargir à des acteurs d'un autre secteur pour vraiment renforcer l'action et la puissance de clubs inclusifs. Donc voilà la feuille de route qui est la nôtre, c'est vraiment de construire ce programme, bien évidemment d'y adosser aussi un modèle économique et d'aller chercher les partenaires qui nous soutiendront dans cette nouvelle version de club inclusif. Et peut-être en mot de la fin de dire que Club Inclusif, et c'était l'ambition initiale, ça doit être un premier pas d'entrée dans une dynamique parasportive. Mais bien évidemment, ce n'est pas un programme qui est l'alpha et l'oméga de finalement la disparition de tous les freins dans l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Donc on doit continuer, chaque acteur en responsabilité, à porter des programmes, à porter des projets complémentaires à Club Inclusif pour vraiment opérer cette transition de l'accès au sport des personnes en situation de handicap, puisque, et Florestan nous l'a rappelé, c'est un droit, et un droit qui doit être véritable sur l'ensemble des territoires, et ce, quelle que soit votre situation de handicap. Merci beaucoup Marie-Amélie. Nous allons à présent passer aux différentes questions. On a eu la chance d'avoir un nombre important de questions dans le chat. Comme dit en introduction, on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais on aura à cœur de revenir vers chacun d'entre vous pour vous apporter ces réponses.
J'ai une première question pour vous, Claude, qui nous est posée par les journalistes. Pauline l'a présenté dans le résultat de l'étude d'impact. Le programme a eu un effet sur l'évolution du regard porté sur le handicap et sur le parasport à hauteur de 79-78%. Est-ce que vous, depuis que votre club a participé au programme, vous avez constaté un effet au sein de vos licenciés? C'est-à-dire, alors vous l'avez évoqué par votre témoignage personnel de vous-même, que les licenciés même, du coup, ne regardent différemment peut-être le handicap. Est-ce que vous pourriez nous partager justement, vous, comment vous percevez cette chose-là au sein de votre club? Bien, oui, parce que ça a changé pas mal. Surtout, enfin, je vois au niveau des jeunes, ils me posent beaucoup de questions. Ça n'a peut-être rien à voir, des questions qui n'ont rien à voir avec le sport. Par exemple, on me demande comment je rêve. Si je rêve en couleur, si je rêve net, enfin voilà, des questions comme ça qui se posent et qui ne se posaient pas avant parce que le fait d'avoir quelqu'un en situation de handicap en face d'eux, ben, ça les fait se poser des questions et après, en discutant avec eux, ben, j'apprends qu'il y en a certains qui sont à l'école avec d'autres handicaps, mais voilà, et donc ils vont leur parler, donc ça change quand même pas mal les relations entre valides et non valides. Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage et une fois de plus aussi vous remercier pour votre présence aujourd'hui. À présent, une question pour toi, Marie-Amélie. En vue des Jeux de Milan-Cortina et de 2030 qui arrivent très rapidement, a-t-on une idée du nombre de clubs de sport d'hiver dans les 2300 clubs inclusifs formés à date? Par ouverture, quelle est la typologie des clubs formés? Alors, comme je le disais, tout à l'heure, on a une grande diversité effectivement des clubs qui participent, à Club Inclusif puisque, on a 95 fédérations, différentes qui ont émargé, au programme. Après à date et je vais être totalement transparente avec vous, je vais pas, connaître la tonalité, hivernale des clubs et pouvoir vous donner un chiffre très précis, à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas forcément un axe spécifique, sur la première version du programme, mais que notre enjeu sur ces territoires, eu égard aussi à une volonté véritable de transition que nous voulons obtenir au travers de ces Jeux des Alpes françaises 2030, tant sur l'accès au sport d'hiver que l'accès au sport de montagne, que l'accès au sport de nature. Voilà, c'est de voir effectivement comment, dans l'évolution de clubs inclusifs, on peut peut-être appréhender un petit peu plus, un petit peu mieux, ces thématiques. Peut-être cibler aussi, de façon prioritaire, certains territoires, mais avec une ambition qui est quand même que ce programme, bien évidemment, il continue, à accélérer la transformation de l'offre sportive partout en France et également, et parce qu'on ne l'a pas souligné, mais j'ai envie de le dire à ce moment-là de notre conférence de presse, également sur les outre-mer puisque mardi, nous avons tenu notre première session club inclusif avec 12 clubs sur Saint-Louis, à La Réunion. Et donc voilà, un programme qui s'exporte aussi et qui tient compte des singularités des territoires sur La Réunion pour là aussi accompagner la transition des acteurs et la transition de l'offre sportive. Merci beaucoup, Marie-Amélie. À présent, une question pour vous, Pauline, au niveau de Quadrant. Le programme Club Inclusif évoque une logique d'animation de réseau, mais cet aspect reste peu développé dans l'étude, ou en tout cas même dans ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Comment les acteurs se sont-ils saisis? Avez-vous été en mesure de l'évaluer? Et qu'en est-il aujourd'hui? C'est une question intéressante parce que le pari initial s'est porté sur un pilotage national inédit, comme je le disais dans la présentation, c'est-à-dire le CPSF en lien avec les fédérations spécifiques. Et le pari qui a été fait a été de s'appuyer sur des écosystèmes territoriaux, donc sur une diversité territoriale, avec quand même une structuration assez précise du rôle que chaque partie prenante pouvait jouer au regard de ses compétences, de ses fonctions et de son lien avec les publics. Donc les collectivités, plus dans la mobilisation des clubs, l'organisation logistique, le soutien financier et l'animation territoriale. Les fédérations dans l'apport de connaissances, la mobilisation aussi des clubs et l'accompagnement, la formation. Et les clubs eux-mêmes comme étant des intermédiaires pour communiquer auprès de leurs pairs aussi et motiver d'autres clubs à s'inscrire dans la démarche. Donc ce qui est ressorti, c'est que globalement, ça a fonctionné sur le programme, sur ce modèle-là, et que évidemment, chaque territoire étant différent, les conditions n'étaient pas toujours totalement réunies pour que chaque partie prenante joue le rôle qui était prévu. Et on a constaté dans les territoires un vrai
souhait d'ajuster et une flexibilité du programme qui permettait finalement des réarrangements entre acteurs pour réorganiser la répartition des rôles et voir advenir ce programme, puisque, comme on l'a vu dans l'étude, les catégories d'acteurs qui se sont impliqués étaient des catégories d'acteurs très déjà mobilisés sur le sujet, donc désireuses que ça fonctionne, qui voyaient arriver un nouveau programme et souhaitaient son succès. Donc il y a eu une vraie adaptation à cet égard. La question qui demeure, et c'est le cas dans les programmes de ce type en général, c'est la pérennité dans le temps des dynamiques qui ont été impulsées, parce qu'on a eu une forte impulsion, des moyens mis à disposition, des compétences mises à disposition aussi. Et donc, la question qui se pose, c'est demain, qu'en est-il de ces dynamiques? Nous, on a eu des propos d'acteurs, comme le disait mon voisin, qui souhaitent que ça se poursuive, mais sans vraiment guide sur la manière de le faire, notamment sur le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales, certaines s'interrogeant sur leurs moyens, sur le rôle qu'elles peuvent jouer, aux côtés d'autres catégories d'acteurs. Et donc là-dessus, il n'y a pas encore de feuille de route très définie, et c'est un axe de travail qui a été discuté avec le CPSF. Merci beaucoup, Pauline. Effectivement, vous le disiez, et ça fait une très belle transition sur la question pour vous, Florestan. Il y a une question budgétaire qui est présente et le budget 2026 est en cours de discussion, mais tout laisse à penser que les collectivités devront faire des efforts. Est-ce que du coup, cette baisse de budget potentiel peut avoir un impact sur vous, la pérennisation de votre politique parasportive territoriale? Oui, je dis un mot sur le budget. Après, je veux bien rebondir sur les notions d'écosystème et effectivement d'animation des réseaux territoriaux. Moi, je crois que la réponse est un peu dans la question. Oui, forcément, sans rentrer dans les détails budgétaires, plus on vient chercher et on assèche un petit peu les ressources des collectivités, plus on est en difficulté pour mettre en œuvre nos politiques publiques. Et j'allais dire aussi, plus les politiques publiques, notamment de progrès social, de transformation de l'avant-garde, à l'avant-garde peuvent être impactés. Alors, nous, on croyait tellement et le président est convaincu de cette politique publique qu'on a défendu les budgets l'année dernière, mais c'est certain que on en appelle à une vigilance puisque ce rôle des collectivités territoriales qui est au plus près des besoins, qui est au plus près de la connaissance des besoins des habitantes et des habitants du territoire, il peut être fragilisé. Et donc, on a besoin, voilà, sans rentrer dans toute la machinerie budgétaire qui est en cours de discussion aujourd'hui à l'Assemblée, peut-être de se dire simplement que notre pays produit suffisamment de richesses pour se dire qu'on a suffisamment de moyens et de marge de manœuvre pour en socialiser une partie et l'affecter à des projets d'intérêt général qui, encore une fois, contribue de la promesse de l'égalité républicaine. C'était la promesse et la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Et donc, cette égalité-là, elle nécessite aussi d'accepter que une partie de la richesse de notre pays, qui n'en manque pas, soit socialisée et partagée pour qu'elle puisse être affectée de manière démocratique à ces projets d'intérêt général dont je crois on a vu tout au long de la matinée les bienfaits, les impacts directement pour les personnes, directement pour les collectifs, au-delà du sport. Mon voisin de droite l'a rappelé, ça dépasse le club de sport. Et ça permet vraiment, voilà, d'aller vers la société qu'on appelle de nos voeux. Je crois que c'est important effectivement de rappeler ça. Je sais aussi que par exemple, il y a une taxe qui est envisagée sur les complémentaires santé de 1% qui n'était pas fléchée. Voilà, moi je trouve que justement, cette taxe de 1%, elle pourrait être sur les complémentaires santé, elle pourrait être fléchée sur ces activités de parasport, sur les activités physiques adaptées. Je pense que les départements, en lien justement avec les représentants des comités et des fédérations spécifiques, seraient des bons chefs de file pour ensuite affecter cette enveloppe. Pour rien vous cacher, c'est même une tribune auquel on avait pensé avec l'écosystème territorial des clubs engagés, puisqu'on sait que
cette activité physique adaptée produit énormément aussi de bénéfices comme thérapeutiques non médicamenteuses. Et donc, il y aurait sens à ce qu'il y ait aussi un modèle qui finance finalement des activités physiques adaptées du parasport. Quelque part aussi dans une logique de prévention. Et donc, j'appelle à ce que ce 1%, s'il est maintenu, soit plutôt fléché. Et je pense que c'est aussi ce qui fait sens pour les acteurs d'avoir des instruments financiers qui permettraient de pérenniser, d'installer dans la durée ces transformations qu'on a initiées. Et je pourrais revenir sur un mot sur les écosystèmes territoriaux, mais je crois que c'est effectivement un enjeu et que l'ingénierie d'animation de réseau, c'est une vraie ingénierie à part entière et que ça, il faut que nous, les collectivités, on le reconnaisse. Nous, on a la chance d'avoir une chargée de mission spécifiquement sur ce sujet, et c'est une chargée de mission animation de réseau. Et c'est elle qui est en lien avec nos homologues des compétences handicap, c'est elle qui est en lien avec ses collègues qui sont en charge des clubs, c'est elle qui est en lien avec Benoît Chanal qui nous a beaucoup suivis et qui a permis de faire ce lien d'intermédiation entre l'offre du comité paralympique sportif et nos orientations de politique publique. Et comme vous l'aviez dit, je crois qu'une des grosses forces de ce programme-là, il faut le garder à mon avis dans la deuxième génération, c'est d'avoir su s'adapter aux contextes locaux. Et je crois que ça a été vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Vous aviez une offre à la fois clé en main, mais à la fois qui était modulable et qui se façonnait pour rentrer dans nos orientations politiques et dans la réalité qu'on vit sur nos territoires. Merci beaucoup, Florestan. Encore quelques questions avant de clôturer. Marie-Amélie, comment le programme Club Inclusif peut-il se déployer et prendre l'ampleur espérée, ou tout simplement se maintenir dans un contexte budgétaire et financier incertain? Alors déjà sur la question de prise d'ampleur, ça ne repose pas uniquement sur des éléments financiers, c'est aussi des éléments de mobilisation. On l'a dit, 123 collectivités, je pense qu'on peut collectivement être fiers de ce chiffre-là, mais ça veut dire qu'on a encore bon nombre de collectivités à les convaincre. Voilà, donc ça peut être aussi un levier d'amélioration, c'est de continuer ce travail de proximité, bien évidemment, faire en sorte que les collectivités déjà engagées puissent réitérer l'aventure, et je crois que ça c'est un des éléments qui ressort de l'étude d'impact, c'est cette volonté de continuer, mais c'est aussi d'aller chercher sur des territoires donnés qui ne se sont pas encore engagés, finalement cet engagement de la collectivité, cette volonté d'agir. C'est aussi d'élargir le nombre d'acteurs concernés. Je pense que là, il y a vraiment un enjeu aussi à repenser le modèle, tant de fonctionnement, tant d'impact que financier, en allant chercher des acteurs issus d'un secteur autre que la politique publique, autre que le sport, qui pourront nous accompagner. On améliorera ainsi la pertinence du programme, la finalité du programme et pourquoi pas aussi son modèle économique. Et peut-être pour terminer, c'est de rappeler que le modèle économique, il repose sur deux grands piliers. Un premier pilier qui était l'impulsion par le ministère des Sports, qui a permis au sein du CPSF, au sein de la FFH, au sein de la FFHA, d'avoir une vraie structuration du programme. Et là, on est d'ores et déjà en discussion avec de nombreux partenaires, des partenaires de politique publique, pour assurer la continuité, la pérennité de ce financement dans la perspective de 2030, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, il y a ce dialogue effectivement avec les collectivités et on ne va pas se le cacher, on est dans un contexte particulier, un contexte de renouvellement aussi des équipes municipales qui va arriver très prochainement, un contexte budgétaire avec beaucoup d'interrogations sur le modèle économique des collectivités. Mais là, encore une fois, je pense qu'on peut être aussi innovant dans le modèle, on peut être innovant aussi dans le modèle de partage. Et on ne l'a pas forcément cité, c'est que sur certains territoires, là où vous n'aviez pas forcément la densité de clubs nécessaire, là où il n'y avait pas forcément la ressource financière nécessaire, eh bien, on a vu des coportages avec différents niveaux de collectivité ou avec différentes municipalités qui finalement ont associé leurs forces, ont associé leur budget pour faire en sorte que ce programme, il peut se tenir. Et enfin, c'est de rappeler que c'est encore une fois, quand la collectivité, elle participe au programme à hauteur de 6 000 €, elle vient apporter une économique vertueuse sur son territoire. C'est-à-dire que ces 6 000 €, ils sont redistribués aux acteurs du parasport dans son territoire. Et ça, c'est important et je crois que c'est un des éléments aussi qui a vraiment décidé les collectivités à s'engager dans le programme, puisque ça ne revient pas au niveau national des fédérations spécifiques, ça ne revient pas au niveau national du CPSF, mais c'est bien une économie qui vient
irriguer le territoire. Et donc, c'est là aussi un financement à impact parce que ça donne aussi à ces organes déconcentrés une capacité d'agir, une capacité de mener des actions en faveur du public en situation de handicap de façon complémentaire aux nouveaux clubs qui sont formés, qui sont sensibilisés. Merci beaucoup Marie-Amélie. Peut-être pour conclure par une dernière question, alors une question un peu en rebond entre vous, Pauline, au niveau de Quadrant et toi, Marie-Amélie. Comment expliquez-vous que plus de la moitié des clubs estiment que l'accompagnement est difficile à mettre en œuvre? Peut-être vous, Pauline, pour commencer sur une vision un peu technique, et puis toi, Marie-Amélie, en rebond, si tu veux bien par la suite. Alors, en réponse à cette question, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première peut-être, c'est que la simple participation à des sessions de sensibilisation pour des administrateurs et des encadrants de clubs sportifs leur demande un vrai investissement en temps. Donc ça montre, c'est aussi pour cette raison qu'on a eu des clubs principalement motivés, déjà engagés, déjà sensibilisés. Et peut-être qu'une étape supplémentaire, c'est d'aller chercher aussi des clubs qui le sont moins et pour qui ça demande une vraie organisation parce qu'on a des bénévoles, des gens qui ont un travail le reste du temps et qui libèrent déjà 2 fois 2 jours, si je me trompe pas, de participation à des sessions. Et donc la question se repose sur l'accompagnement et là, on a besoin de prouver de façon peut-être plus claire, qu'est-ce que les clubs peuvent y trouver de concret pour pouvoir opérationnaliser leurs projets. Et là, selon les projets des clubs, notamment sur, le handisport, certains clubs nous disent: «Mais nous, ce dont on a besoin, c'est d'un soutien financier. Ce dont on a besoin, c'est d'équipements, c'est d'adapter nos locaux qui sont de toute façon inadaptés et ça va nécessiter des coûts importants». Et pour ces clubs, l'intérêt ou l'atout que pouvait leur apporter un accompagnement individualisé n'était à ce moment-là pas suffisamment convaincant pour qu'ils s'y engagent une nouvelle fois. Donc ça, c'est un cas de figure. D'autres cas de figure, sont liés aussi, à peut-être le besoin de clarifier ce que peut l'accompagnement pour faire davantage de liens entre offre et demande, puisque le programme inclusif est surtout centré sur l'aide à la structuration d'une offre ou au renforcement d'une offre d'accueil et ne prend pas encore vraiment totalement en compte le lien avec la demande, qui est une étape supplémentaire, c'est-à-dire d'aller chercher, comme vous l'aviez évoqué, les publics, les convaincre de venir se présenter au sein des clubs et aller chercher aussi des acteurs qui sont en lien et qui connaissent ces publics-là. Et c'est notamment un axe d'amélioration important qui a été suggéré, c'est-à-dire de faire rentrer dans la dynamique partenariale aussi des établissements spécialisés dans l'accueil du handicap, des établissements sanitaires et sociaux ou des acteurs sociaux. Et enfin, puisque c'est un programme qui est novateur et nouveau, il y a eu aussi des éléments plutôt, très opérationnels liés à l'organisation, à la communication, à la clarification du rôle des uns et des autres dans la mobilisation des clubs sur l'accompagnement, qui s'est très bien déroulé sur la sensibilisation et où sur certains territoires, ça a été moins fluide sur cette deuxième partie, parce que beaucoup d'énergie avait été déjà mise sur la première. Donc vous voyez qu'il y a des questionnements qui vont plutôt interroger la conception du programme en lui-même et l'élargissement en fait des questions auxquelles il répond et des besoins auxquels il propose de proposer des solutions. Et il y a des choses très pratico-pratiques entre guillemets qui dépendent en fait des acteurs en charge de sa mise en œuvre et qui ont déjà été pris en charge. Peut-être de façon complémentaire, hein, c'est de rappeler que Club inclusif, c'est aussi une démarche progressive et que cette ouverture des clubs, elle se construit aussi dans le temps et que sur les clubs qui ont été interrogés, ils n'avaient pas non plus aussi tous la même maturité post-programme. Donc, voilà, pour certains qui avaient participé au début du programme, forcément, la mise en action, l'accompagnement, le fait que le programme porte ses fruits n'a pas le regard tout à fait identique à quelqu'un qui sortirait tout juste du programme. Comme nous l'a rappelé Pauline, c'est aussi une approche effectivement qui est multifactorielle. Soit il n'y avait pas le besoin ou ce n'était pas un besoin d'accompagnement en tant que tel, soit ce n'était pas le bon timing. Et n'oublions pas que la plupart des clubs reposent effectivement sur des bénévoles. Donc il faut aussi qu'on arrive à intégrer cet accompagnement dans la réalité de ce qu'est la vie d'un bénévole. Et il y avait parfois aussi pas connaissance de cet accompagnement. Donc ça veut dire que nous, en termes de sollicitation, en termes de lisibilité, de ce que comporte totalement le programme, peut-être qu'on a une phase d'amélioration.
Et après, il faut aussi être totalement honnête et transparent. C'est que sur certains territoires, nous avons tout simplement eu un défaut d'accompagnement, puisque sur la première version du programme, nous avions fait le choix de faire porter cet accompagnement sur les organes déconcentrés des 2 fédérations spécifiques uniquement. Donc, une des perspectives pour améliorer et renforcer cet accompagnement, c'est aussi de responsabiliser peut-être d'autres fédérations, les fédérations auxquelles ces clubs seraient affiliés, pour être dans finalement la poursuite de cet accompagnement, dans la poursuite de cette transition des clubs, et donc encore une fois d'avoir une approche plus multi-acteurs pour que chacun puisse prendre sa responsabilité et qu'en termes de temps et d'impact, on y gagne collectivement. Merci beaucoup Marie-Amélie. On est arrivé au terme de nos questions. Une fois de plus, je vous remercier toutes et tous pour votre présence sur ces bientôt 1 heure et demie de conférence. Vous informer que pour celles éventuellement si les questions n'ont pas été répondues, on reviendra vers vous par la suite pour y répondre. Un communiqué de presse ainsi que l'étude d'impact vous sera transmise et on vous invite à suivre sur les différents réseaux sociaux du CPSF toute actualité autour du programme puisque Marie-Amélie a annoncé quelques évolutions à venir et donc dans les prochains mois sera même de le faire. Peut-être Marie-Amélie, si tu veux avoir quelques propos de clôture, si tu le souhaites, de cette conférence. Mais en tout cas, remercier une nouvelle fois l'ensemble des intervenants autour de la table pour votre présence et pour l'ensemble de vos propos. Alors, c'était pas forcément prévu, mais je te remercie, Tristan, parce que pour moi, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est tout simplement de remercier toutes les personnes qui ont porté ce programme en interne, à commencer par toi, Tristan, qui aujourd'hui a été notre animateur de séance. Mais voilà, je pense à toutes les personnes qui sont aussi aujourd'hui autour de la table. Je pense bien évidemment à tous nos référents qui, j'en suis sûre, nous écoutent dans les territoires et qui ont vraiment été les chevilles ouvrières aussi de ce programme-là. Donc voilà, merci à toute l'équipe du CPSF, à la cellule dédiée, aux référents paralympiques, à l'équipe com aussi qui a très largement travaillé à la valorisation de ce programme. Voilà, encore une fois, ça a été un beau travail d'équipe. Donc je me permets de vous le dire puisque je suis une présidente fière et heureuse qu'on puisse faire perdurer ce programme. Et aussi, encore une fois, que ce programme, en début de semaine, ait pu s'ouvrir sur le territoire de La Réunion. Donc, merci à tous et très belle journée.